Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais récapituler l'anime intitulé « UQ Holder ». Evangeline aka McDowell est un vampire qui vit depuis plus de 700 ans, bien qu'elle le considère plus comme une malédiction qu'une bénédiction après avoir vu d'innombrables amis proches mourir, la laissant derrière elle. Actuellement, Evangeline vit dans un village sous le pseudonyme de Yukiim, avec un jeune orphelin nommé Tota. Un matin, lui et ses amis lui tendent une embuscade dans l'espoir de remporter une victoire, mais elle érige une barrière et les jette dans un ruisseau. Plus tard à l'école, il est révélé que le vampire est aussi leur professeur. Le chef du village a donné aux étudiants un ultimatum: s'ils peuvent la vaincre, ils ont la permission d'aller à la capitale. Yukiim les punit pour leur mauvaise tentative. Plus tard, dans la salle du personnel, Tachibana essaie de lui conseiller d'y aller doucement avec son enfant adoptif. En rentrant de l'école à pied, les amis déclarent leur rêve cisaillé de gravir la tour du pilier du ciel située dans la capitale. Tota s'excuse pour aller visiter la tombe de ses parents, car c'est le 2e anniversaire de leur mort. Ils ont perdu la vie dans un accident de voiture. Tota était également présent mais a perdu la mémoire à la suite de l'accident. Il voit une apparition de son grand-père indiquant qu'il l'attend au sommet de la tour. Après plusieurs tentatives infructueuses pour tenter de vaincre leur professeur, le professeur Tachibana leur donne une application qui leur permet d'utiliser la magie. Tachibana remarque que Tota n'a pas d'affinité pour la magie, alors il lui présente un bracelet à donner à Yukiim. Il leur ordonne de garder le secret de leur professeur. Tota parvient plus tard à lui faire porter. Le lendemain soir, les garçons utilisent leur magie pour se téléporter et appréhender Yukiim alors qu'elle sort d'un dépanneur. Avant qu'ils ne puissent réclamer leur victoire, Tachibana apparaît et assomme les enfants. Il s'avère qu'il fait semblant d'être enseignant depuis 6 mois, en réalité c'est un chasseur de primes qui cherche à prendre le prix de 600 millions de yens sur sa tête. Le vampire essaie de bloquer son attaque en utilisant la magie, mais elle n'y parvient pas à cause du bracelet. Pendant tout ce temps, Tota court toujours vers le lieu de l'embuscade car il ne peut pas se téléporter. Le gauchissement de Tachibana lui permet d'interrompre avant qu'il ne termine le travail, mais il perd un bras sans vraiment se battre vraiment. Par volonté, Yukiim déplace son corps et l'utilise pour bloquer le coup fatal. Tota est blessé alors qu'il tient le cadavre de son professeur. Alors qu'il est sur le point de perdre connaissance, sa gardienne révèle qu'il n'est pas un humain normal. Il y a 2 ans, elle l'a transformé en vampire, le rendant immortel. S'il veut sauver ses amis, il doit ingérer son sang pour terminer sa transformation. Tota le fait et utilise ses nouveaux pouvoirs pour vaincre Tachibana. Il reprend plus tard conscience pour trouver Yukiim guéri. Avec le chat sorti du sac, elle se réintroduit sous le nom d'Evangeline McDowell le vampire, mais les gens l'appellent communément Yukiim. Elle révèle que ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture mais ont été attaqués. Leur dernier souhait était qu'elle sauve leur enfant. Avec leur couverture soufflée, Tota dit adieu à ses amis alors qu'il commence sa nouvelle aventure. Alors qu'ils sont sur la route de la capitale, les nouveaux immortels se plaignent de la distance qu'ils doivent parcourir. Mais il est ravi de voir la capitale et de se faire de nouveaux amis. Yukiim l'avertit de se méfier de créer des liens avec les autres. Il restera 14 ans pour toujours, mais les autres vieilliront et mourront. La réalité de la situation commence à s'enfoncer dans le garçon naïf. Il décide de se rafraîchir dans une rivière voisine pour se remettre de son humeur. Tout en se baignant maigre, il tombe sur un Kuromaru nu le prenant pour une femme. Les deux plus tard résolvent leur malentendu et se présentent. Pendant qu'ils discutent, Kuromaru révèle qu'il est du haut de la tour à l'excitation de Tota. Mais il a été expulsé et interdit de rentrer chez lui jusqu'à ce qu'il trouve un vampire de 700 ans connu sous le nom de Dark Evangel. Alors qu'il continue à expliquer, Kuromaru remarque que Tota n'a pas de reflet. Il reconnaît immédiatement Yukiim et attaque quand elle interrompt leur conversation, mais elle bloque facilement. Il fait partie des Fushigari, un clan connu pour chasser les immortels. Le vampire Oger l'attaque avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque. Tota commence à la réprimander pour l'avoir tué, mais ses blessures commencent à guérir. Lui aussi est un immortel. Il s'avère que sa cible était Yukiim depuis le début. Elle accepte de lui faire face s'il peut vaincre Tota. Tota accepte mais ajoute une autre condition: le gagnant reçoit une demande du perdant. Kuromaru accepte. Utilisant son style de combat peu orthodoxe, Tota gagne avec un coup de poing décisif. En tant que vainqueur, il demande à Kuromaru d'être son ami. Il les laisse même signer un contrat de sang pour cimenter leur accord. Maintenant un groupe de 3, ils vont à une source chaude pour se détendre. Plus tard, ils poursuivent leur voyage vers la capitale. Tota propose l'idée de créer une équipe d'immortels qui aide les gens. Yukiim rit à l'idée, mais avant qu'elle ne puisse faire valoir son point de vue, un convoi de voitures noires s'approche d'eux. La voiture de tête fait une dérive à Tokyo et assomme Tota. Vasago et Karine descendent du véhicule. Le reste du convoi sort pour accueillir leur patron Yukiim. Elle riait parce qu'elle a déjà créé une telle organisation appelée Titulaire UQ. Elle a pris une pause de 2 ans pour s'occuper de Tota. Alors qu'elle est sur le bateau vers le quartier général des détenteurs de l'UQ, Karine est déçue par Tota et interroge son patron sur les raisons pour lesquelles elle a perdu du temps avec lui. Il semble que Karine porte bien son nom. Elle l'avertit qu'il ferait mieux de s'entendre car tous les deux ont probablement les pouvoirs immortels les plus puissants. Si l'humanité s'éteint, ils seront probablement les 2 derniers. Elle casse son verre rien qu'en y pensant. Ouais, 100% énergie Karine.
À leur arrivée au siège social surnommé le Pays des Fées, Tota et Kuromaru sont impressionnés par la taille de l'endroit. Il se révèle qu'il se double d'une station thermale. Les autres agents fourragés accueillent leur patron. Jangoro se présente comme le titulaire UQ numéro 6, il explique la grande variété d'immortels de l'organisation. Ceux-ci vont des êtres magiques ou ressemblant à des bêtes à ceux qui ont utilisé des objets comme la pierre philosophale et tout le reste. Titulaire UQ numéro 10, IQ donne également son introduction. Ils les avertissent qu'ils doivent d'abord passer un test avant de pouvoir s'inscrire. Yuki-Im a décidé que leur test sera un combat en tête-à-tête avec Jangoro et IQ. Ils ont jusqu'à la fin du 7e jour pour leur infliger une seule frappe. Ils peuvent utiliser tous les moyens pour le faire. Karine interrompt son intervention pour faire face à Tota au lieu d'IQ. Ils attaquent tous les deux leurs adversaires respectifs mais sont facilement vaincus. Les espoirs UQ réfléchissent à la façon dont ils doivent réussir le test. Yuki, une employée de la station balnéaire, passe devant, mais elle trébuche et tombe avec des déchets. Tota et Kuromaru l'aident et offrent leur aide pour faire tout autre travail subalterne. Lors de l'envoi de certaines boîtes dans le stockage, elles sont déviées lorsque Tota prend les instructions d'une voix mystérieuse. Cela les conduit dans une zone souterraine où ils trouvent une épée noire logée dans une boîte noire. Les deux rencontrent également Jinbei, titulaire numéro 2 de l'UQ, en train de boire un verre sournois là-bas. Il encourage Tota à essayer de retirer l'épée car il n'en a pas. L'épée lui dit de tourner un cadran pour le libérer, la lame parlante demande à Jinbei de lui montrer comment l'utiliser. Le chiffre 2 augmente le poids de l'épée de 1000 et le repasse à Tota, mais sa main est supprimée par l'augmentation du poids. Jinbei explique que le porteur peut changer le poids de l'épée, cela amplifie les dégâts d'une attaque donnée. Il démontre après avoir augmenté le poids de 50 000 fois, déclenchant un puissant swing. Il propose plus tard de les former sous terre, ce à quoi ils acceptent. Le dernier soir de leur test, Tota et Kuromaru défient une dernière fois leurs adversaires. Kuromaru se débat toujours au début, mais il réussit finalement quand il utilise un mouvement non conventionnel pour porter un coup fatal à Jangoro. Comme un jeu, Jangoro perd une vie puis réapparaît pour le féliciter. Pendant ce temps, Tota engage Karine qui remarque ses améliorations, la pression constante de ses attaques lui donne une ouverture pour faire trébucher son adversaire au sol. Alors qu'il est sur le point de décrocher une frappe, Tota entend le cri de Yuki, il s'arrête et court immédiatement pour aider Karine. Ils arrivent à un SM de monstres crachant de l'acide qui l'entoure. Karine décide de les éloigner pendant qu'il sauve Yuki. Il augmente ensuite le poids de 50 000 fois et plonge dans les monstres en les tuant tous. Karine est également époustouflée par l'attaque, elle le dépasse plus tard parce qu'il a endommagé son uniforme en le comptant comme une grève. Kuromaru et Tota font désormais officiellement partie de l'organisation des détenteurs de l'UQ. Peu de temps après que les recrues aient reçu leur première mission, elles soutiendront Karine dans une mission. Yuki-Im le décrit comme facile, ils doivent donc s'attendre à mourir au moins 2 ou 3 fois. Ce n'est qu'une déclaration normale en raison de ce qu'ils sont. Le trio part à pied, Karine les informe alors qu'ils se déplacent en expliquant que certaines personnes aisées de la capitale sont mécontentes de l'existence des bidonvilles juste à l'extérieur de la ville. Ces élitistes préféreraient que les bidonvilles et leurs résidences disparaissent et se sont donc lancés dans une campagne d'expulsion. Les détenteurs de l'UQ se tiennent aux côtés des opprimés, leur mission est donc d'aider à l'empêcher. Tota attaque certains des membres fourragés de l'organisation en les confondant avec l'ennemi, il se présente comme le numéro 7 titulaire de l'UQ. Après plaisanterie, Tota perd au bras de fer et est donc en service de cuisine. Plus tard, il prépare d'excellents plats pour le plaisir de tous. Le fourrage le considère comme un dédommagement pour l'accident antérieur. Même Karine complète la nourriture, elle lui conseille de faire du flash step training pour améliorer ses chances de gagner la prochaine fois. Le lendemain, il se rend à la casse pour s'entraîner, un artiste martial nommé Keto le remarque en train de mal faire et intervient pour l'aider. Après avoir démontré son pas éclair parfait, il explique comment le maîtriser et au bras de fer. Il lui demande d'utiliser ses pieds pour tout faire à partir de maintenant, cela améliorera la force et la dextérité de ses pieds lui permettant de mieux saisir le sol. Les autres ne sont pas trop contents de le voir utiliser ses pieds pour cuisiner, mais ça a bon goût donc ils ne peuvent pas trop se plaindre. Cela améliore considérablement son pas éclair. Keto rencontre plus tard Nagumo et Chao, ce sont des chasseurs immortels ainsi que des mercenaires. Keto se transforme en loup-garou alors qu'ils commencent leur mission de détruire les bidonvilles. Pendant ce temps, Tota donne de la nourriture à quelques-uns de ses subordonnés en patrouille, après qu'ils se soient détournés, ils sont abattus par des marionnettes à l'air diabolique contrôlées par Chao. Karine est également attaquée de l'ombre par Chao alors qu'elle prend une douche. Tota remarque que les bidonvilles brûlent depuis la casse, Kuromaru les rejoint lorsqu'ils sont entourés par les marionnettes, Keto et Nagumo. Le loup remarque que Tota est un vampire et le scelle rapidement avec un combo dévastateur. En infériorité numérique, Kuromaru tire des feux d'artifice juste avant d'engager l'ennemi, mais il est finalement abattu. De retour sous la douche, Karine combat toujours Chao, s'avère qu'il est un super fan d'elle et connaît même l'histoire de sa vie. Le fluage lui professe même son amour mais elle répond par un coup de pied à ses bijoux de famille. Elle libère sa lumière sacrée et l'expédie avec une rafale de coups de pied. D'après le visage du pervers, je ne sais pas s'il est dans une euphorie ou une douleur extrême, tout ce que je sais, c'est qu'il a mangé ce pied. À la casse, le jeune Ruki de l'orphelinat se tient mais il est capturé par le loup qui s'apprête à l'abattre.
Tota bloque l'attaque en présentant un nouveau pouvoir. Nagumo l'identifie comme Magia Erebea, la magie noire, qui détient le secret ultime de l'immortalité. Karin arrive également pour engager Nagumo tandis que Tota affronte Keto. À ce stade, Tota reconnaît Wolfman. Alors qu'ils se battent, le détenteur UQ7 se transforme à nouveau, cependant, il perd le contrôle de lui-même, mais bat Keto. Juste au moment où il est sur le point de porter le coup final, il reprend conscience et refuse de tuer le loup. Ils ont plus tard un match de bras de fer pour régler les choses que Tota gagne. En réponse au signal de feu d'artifice de Kuromaru, Yukihime apparaît plus tard pour éteindre le feu avec la magie de la glace pendant que les mercenaires s'échappent. Tota et Kuromaru sont présentés à Kirie, mais elle demande à avoir un moment seul avec Tota. Lorsqu'elle est accordée, elle se présente comme le détenteur de l'UQ numéro 10 avant de procéder à l'insulter en lui demandant de s'asseoir et d'aboyer comme un chien à sa confusion. Les choses vont un peu trop loin lorsque Kirie exige qu'il lui permette de lui marcher sur le visage. Tota l'appréhende pour savoir ce qui se passe. Kirie est soudainement assassinée avant qu'elle ne puisse lui expliquer la situation. Elle lui demande de lui tenir la main pendant qu'elle meurt, après quoi il respawn à un moment antérieur de la journée. La numéro 10 révèle qu'elle a un peu remonté le temps et commence à expliquer, mais ils sont interrompus par Iku et Karin qui sont surpris de voir Tota là. Ils savent qu'il est à la capitale avec Kuromaru. Il se fait taper sur les doigts par Kirie lorsqu'il leur révèle presque son pouvoir. Elle leur demande plutôt de les emmener à la capitale. Sur le bateau, Karin et Iku spéculent que son type d'immortalité est prophétique tandis qu'à l'avant du bateau, elle révèle à Tota comment fonctionne son pouvoir. Sa capacité est très unique, les monticules de sable qu'elle fait agissent comme des points de sauvegarde qui ne sont efficaces que tant que le feu brûle, ils s'activent quand elle meurt en la ramenant au point de sauvegarde le plus récent. Kirie peut aussi emmener d'autres personnes avec elle tant qu'elle la touche au moment de sa mort. Elle a déjà échoué plusieurs fois en essayant de faire en sorte que Tota lui tienne la main, d'où les insultes. Kirie s'est donné tout ce mal pour l'avertir des événements à venir. Lorsqu'ils arrivent sur le rivage, les choses se reproduisent à nouveau avec leur rencontre au parc et Iku qui la présente. Cette fois-ci, lorsqu'ils ont leur moment de solitude, Tota anticipe et bloque l'attaque du pervers de l'ombre Chao, l'envoyant voler avec un contre. Une fois cette question réglée, elle explique à Tota que le maître actuel de la magie de type terre, appelé FATE, est à sa recherche. Lorsqu'il est apparu à la tour, le maître a décimé tout le monde et l'a capturé, alors elle a rapidement réinitialisé les choses pour leur donner une meilleure chance de se préparer pour lui. Iku et Karin ont tout entendu et connaissent maintenant sa capacité ainsi que la situation difficile. La bande se rassemble pour exécuter le plan approuvé par leur chef Yukihime. Quand ils arrivent à la tour, Kirie informe tout le monde avant qu'ils ne se mettent en position. Elle donne à Tota un téléphone portable pour communiquer puisqu'il ne peut pas le faire par télépathie. Alors qu'il est à son poste, un mystérieux personnage encapuchonné tombe sur Tota et lui pose un sceau magique dans le dos à son insu. Yukihime a préchargé un message expliquant qui est FATE et comment il est lié au grand-père de Tota, Neji. Après l'avoir écouté, il a une meilleure idée du genre de personne à qui il a affaire. Ils ont enfin un aperçu de FATE, mais ils ne peuvent pas agir car il se trouve à proximité des amis de Tota au village. Il est obligé de la jouer cool et de saluer ses amis. FATE les prend indirectement en otage lorsqu'il les interrompt comme s'il était lui aussi un vieux copain. Il se présente calmement comme un ami de son grand-père et avertit Tota qu'il doit se plier à sa volonté de le suivre, sinon il tuera tout le monde. Au lieu de cela, Tota alerte tout le monde des intentions de FATE, ce qui provoque une agitation dans la tour. Karin et lui en profitent pour lancer une attaque surprise afin de distraire le maître magicien, ce qui leur permet de libérer les amis de son emprise. Iku tire également un canon spatial mais FATE le bloque avec une puissante barrière. Kirie s'attache rapidement à lui en attendant que le reste de l'équipe la touche pour qu'elle puisse activer son pouvoir, mais ils sont préoccupés par les subordonnés de FATE, elle est donc transformée en pierre par son pouvoir. Le plan semblant avoir échoué, ils sont obligés de se battre un contre un pour s'échapper. Pendant que Karin se bat, elle remarque une minuterie sur Kirie et alerte Tota qui se bat contre FATE. Il tente de défier le maître en combat martial, mais FATE le surpasse encore. Tota utilise l'épée de gravité pour les faire tomber juste au moment où le minuteur se termine. Kirie revient à la vie, alors tout le monde l'attrape pendant qu'elle active son pouvoir et les envoie avec FATE dans la section souterraine du quartier général du détenteur de l'UQ. Yukihime accueille son ancien camarade en l'avertissant qu'il s'est fait rouler par ses subordonnés. FATE accepte la défaite et leur demande de le laisser partir, en échange de quoi il répondra à une question de chacun. Ces réponses révèlent que Neji est toujours en vie et que FATE a besoin du pouvoir de Tota pour le sauver, que Yukihime pourrait avoir eu des sentiments pour Neji et que FATE pourrait également être responsable de la mort des parents de Tota. Cela le met en colère, il se prépare donc à se battre mais le sceau secret derrière son dos est activé et Neji apparaît et contredit la dernière déclaration du maître. Yukihime et FATE remarquent que quelque chose ne va pas avec leur vieil ami. Elle ordonne donc à Kuromaru de détruire furtivement le sceau, ce qui coupe Neji avant qu'il ne révèle certaines informations à Tota. FATE ayant honoré sa part du marché, ils sont obligés de le laisser partir, mais Kirie reste assise là, mécontente d'avoir travaillé si dur pour le capturer. Tota suit Yukihime en essayant d'obtenir plus de contexte aux révélations.
mais elle lui donne l'épaule froide et ferme la porte de son bureau à son visage. Pendant ce temps, Ayaka et son arrière-petite-fille Misor rendent visite à la station et elle se prend immédiatement d'affection pour Tota qui lui demande de l'épouser. Ses autres admirateurs sont jaloux, Ikku le remarque et les avertit de l'existence d'une poisse dans les bains qui leur permet de gagner le cœur de n'importe quel homme si elle lui frotte le dos 50 fois pendant qu'elles sont dans la source chaude. Alors que Tota se détend dans l'un des bains, toutes les dames se battent pour lui frotter le dos afin de gagner son cœur, mais elles perdent toutes lorsque Yukihime se présente pour le laver. La patronne l'avertit qu'elle veut avoir une discussion avec lui. Plus tard dans la soirée, il se retrouve au bord de l'eau où elle confesse son amour pour Neji. Elle lui explique également que son grand-père a vaincu un sorcier maléfique nommé Lifemaker pour sauver le monde. Elle n'est pas immortelle, mais elle possède ceux qui la vainquent, ce qui lui permet de continuer à vivre. Yukihime et Fateo ont des méthodes opposées pour sauver Neji, d'où le combat. Elle finit par lâcher la bombe, Tota est en fait un clone de Neji. Le lendemain, il met Kurmaru au courant de ce que Yukihime lui a révélé, Kirie et Misor l'interrompent pour l'avertir du tournoi d'arts martiaux Maora qui a lieu. À son arrivée, l'humeur de Tota s'améliore avec l'excitation qui l'entoure, il montre de l'intérêt à s'inscrire au tournoi, mais l'inscription est fermée. Ayaka le tire sur le côté et l'envoie dans l'ancienne salle de classe de son grand-père, où Tota rencontre d'autres élèves auxquels Neji enseignait. Mana, l'actuelle directrice de l'école, reçoit un appel téléphonique lui disant que 2 des participants au tournoi sont blessés et qu'ils ont besoin d'un remplaçant. Elle offre la place à Tota qui la prend volontiers. Avec son épée de gravité en main, il sort pour rencontrer son adversaire, Cutlass, qui se trouve être le même gars qui a secrètement mis le sceau sur son dos à la tour. Ils commencent à se battre, mais Kirie a un mauvais pressentiment sur ce match, ce qui est confirmé lorsque le combattant blessé identifie son attaquant comme l'adversaire actuel de Tota. Cutlass prend le dessus au fur et à mesure que le combat se poursuit, forçant Tota à se mettre en état de berserker, elle le neutralise toujours lorsqu'elle est possédée, Neji apparaît du ciel à la surprise générale. Son grand-père lui demande de le suivre au sommet de la tour afin de sauver le monde, Yukihime met fin à la tentative de recrutement avec une attaque de glace qui brise la barrière, la situation se transforme en un combat à outrance, un Neji possédé appelle ses subordonnés pour garder le fourrage occupé. Yukihime prévient les détenteurs de l'UQ de l'omniscient YQ et de Nodoka la liseuse d'esprit, qui font équipe pour former un duo surpuissant, elle identifie également Jacques Rakan, qui est un puissant épéiste. Alors qu'il s'apprête à combattre Neji le possédé, ce dernier fait l'étalage de son pouvoir en éternuant, désarmant et déshabillant tout le monde sur le stade. Avant le début du combat, un vide noir apparaît et aspire Tota, qui se retrouve transporté à une autre époque par Ima, le forgeur de l'épée à gravité qu'il manie. Bien qu'il soit un vieil ami de Yukihime, il travaille désormais pour le Lifemaker, sa mission est de le convaincre de les rejoindre. Il montre à Tota l'histoire d'amour de Yukihime, qui est tombée amoureuse de son arrière-grand-père Naji et de son grand-père Neji. Comme on dit, tel père, tel fils. Pendant le flashback, Tota devient visible pour Yukihime, tout à coup, Lifemaker et Ima les attaquent respectivement mais avec l'aide de son mentor, Tota parvient à se libérer. Elle montre son côté vulnérable et souhaite avoir quelqu'un à ses côtés à tout moment, il est ému et promet d'être cette personne. La magicienne maléfique commence son attaque, mais le duo conclut que s'ils peuvent la vaincre dans ce royaume, ils pourront peut-être libérer Neji. Après un court échange, ils sont presque vaincus mais la grand-mère de Tota, Asuna, arrive en embuscade. Elle explique quel était le composant féminin qui a été utilisé pour le fabriquer. Son vrai corps est toujours sur Mars, dans un profond sommeil, alors qu'elle se sacrifie pour sauver le monde, mais comme une partie d'elle réside en lui, elle peut se manifester d'une manière ou d'une autre pour l'aider. Les autres membres du groupe UQ se retrouvent également sur place et Asuna leur explique que moins d'une seconde s'est écoulée dans le monde réel depuis qu'ils ont été amenés dans cette dimension. Elle leur donne toutes les informations qu'elle connaît sur leurs adversaires avant de les faire sortir. Grâce à leurs nouvelles connaissances, ils commencent à exécuter leur plan en engageant Neji et son équipe possédée. Yukihime et Fateo viennent soutenir Tota au moment où il semble sur le point de perdre contre son grand-père. Le maître jette un sort qui leur permet d'interagir avec le vrai Neji pendant un bref moment, et Fateo explique son plan pour sauver son ami, mais cela ne semble pas être la meilleure option. Tota sacrifie le temps restant à Yukihime pour avoir un peu de temps avec son amour. La connexion est bientôt rompue par la créatrice de vie, qui reprend le contrôle. Les mages OP utilisent simultanément leurs capacités respectives pour geler le possédé Neji, mais leur plan échoue. Il active ses pouvoirs de foudre et s'occupe rapidement de Yukihime et de Fateo. Pendant ce temps, le reste des détenteurs de UQ commencent à perdre leurs batailles respectives. Tota est également touché par une attaque, mais il active inconsciemment la même technique de foudre. Ils portent leur combat hors du stade en s'écrasant sur la tour. Il prend brièvement le dessus, mais c'est de courte durée lorsque, sorti de nulle part, Jacques plonge une épée dans Tota, l'envoyant s'écraser. Cloué au sol par la lame, son grand-père interrompt son attaque finale lorsque Kirie s'interpose, il sait que les choses se réinitialiseront si elle meurt. Pendant qu'elle est distraite, Cutlass la met hors d'état de nuire en retirant une pilule de poison de sa bouche pour l'empêcher d'activer ses pouvoirs. Mais avec cette pause dans le temps, un pouvoir à l'intérieur de Tota transporte Neji dans une autre dimension où tous ses anciens élèves l'attendent. Une partie d'entre eux réside à l'intérieur de Tota,
Il commence à s'entraîner avec leur ancien professeur pour lui rappeler le bon vieux temps, ce qui touche une corde sensible chez lui. Asuna se manifeste à nouveau et embrasse Neji, elle se porte volontaire pour aller avec lui pendant un petit moment, le créateur de vie reprend le contrôle et accepte de se retirer. Avant qu'il ne disparaisse, Neji le possédé l'informe qu'ils l'attendront au sommet de la tour. Pendant ce temps, les autres membres de l'organisation ont évacué et sauvé des gens, de sorte qu'il n'y a pas eu de blessés ni de victimes. De retour au QG, lorsque les choses se sont calmées, Tota avoue son amour pour Yukihime et la demande en mariage à la surprise générale. Mais elle refuse. Ses autres admirateurs s'énervent et le chassent par la fenêtre du bureau. La saison 1 s'achève ainsi.